Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Bénédicte Costolat-Lamarque, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre depuis Toulouse, où il y a, paraît-il, beaucoup de vent. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à inviter Bénédicte? Mais en fait, on a découvert un livre qu'elle a écrit il y a quelque temps sur le burn-out, mais dans une perspective jungienne. Donc on a lu le livre et on s'est dit que ça valait le coup de l'inviter à venir partager avec nous son expérience. Alors Bénédicte, elle est executive coach auprès d'organisations, elle est aussi facilitatrice en intelligence collective. Et avant ça, pendant une vingtaine d'années, elle a occupé des postes de management opérationnel chez Airbus, que tout le monde connaît. Et puis, il se trouve qu'elle a elle-même connu un burn-out et elle a décidé d'en faire quelque chose et elle a décidé d'avoir une approche jungienne par rapport à cette expérience de vie qu'elle va donc partager avec nous. Et à la suite de quoi, donc, elle a créé sa société Be Change Live, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est donc executive coach, comme je vous le disais, et également superviseur de coach. Voilà, donc sans plus prendre de temps, je laisse la parole avec grand plaisir à Bénédicte. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Et pour commencer, je vais partager mon écran pour vous montrer en fait juste le sommaire de ce que je vais évoquer dans un temps que j'espère pas trop long pour qu'on ait le temps d'avoir les questions-réponses. Vous le voyez? Oui. Là, c'est le tableau. Voilà. Donc, en fait, j'évoquerai comment on va détecter un burn-out avec les différentes phases préliminaires et les signes annonçateurs. Je préciserai ce que n'est pas un burn-out parce qu'il y a souvent des amalgames, avec un petit détour par le cas particulier des zèbres dont on entend de plus en plus parler. Puis ensuite, on rentrera un peu plus en profondeur pour regarder ce qui est à l'œuvre lors d'un burn-out sous un angle de processus d'individuation et puis en faisant le parallèle avec le processus alchimique sur lequel Jung avait beaucoup travaillé. Et on terminera par un regard plus systémique où on va sortir de notre propre système pour aller vers le système entreprise ou le système monde. Et je vous donnerai quelques liens pour livres, vidéos ou articles avant de passer à la séance de questions-réponses. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais partager avec vous mon intention pour ce temps passé ensemble, parce que poser une intention n'a rien d'anodin. Ça a une action intrinsèque. Donc, mon intention est de partager mon expérience pour donner des clés de compréhension et d'action à ceux qui vivent ou qui accompagnent un burn-out. Donc, vous l'avez peut-être, vous, vécu, vous avez peut-être dans votre environnement personnel ou professionnel des personnes qui le vivent. Donc, j'espère que ça vous éclairera. Et en même temps, mon intention est aussi de proposer une approche pragmatique qui est basée sur ma propre expérience. Et comme la seule chose qui compte, c'est l'expérience, surtout, ne vous fiez pas à tout ce que je dis, mais expérimentez à travers votre propre perception, votre vécu, vos observations, ce que je vais vous dire, parce que c'est ça qui compte vraiment en fait. Et évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de mentionner cette citation de Jung que j'affectionne particulièrement, que vous connaissez probablement, qui est, parce que c'est vraiment au cœur du sujet de notre échange de ce soir, ce que l'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Donc là, on est vraiment dans ce qui se passe au niveau du burn-out. Donc si je rentre dans le vif du sujet, j'ai très peu de slides, mais comme c'est plus simple des fois d'avoir une image pour ancrer la parole, je vais le représenter de façon visuelle. Donc, si on rentre en fait dans quelles sont les phases en fait qui se passent avant que le burn-out vraiment s'exprime, c'est ce que j'ai appelé. Alors, vous retrouverez ce schéma dans mon livre, mais c'est ce que j'ai appelé le temps de décrochage. C'est-à-dire, on est en fait quelques mois avant dans une course effrénée vers notre propre désalignement. Et donc, en fait, on est dans le déni total de ce qui nous arrive et notre environnement, c'est pareil, n'envisage pas que nous puissions être en burn-out.
Et donc, on passe à travers 3 phases. La phase d'alerte, de résistance et d'épuisement. Et dans ces 3 phases, en fait, ce qui nous fait cheminer à travers ces 3 phases, au-delà des événements de la vie et de notre façon de vivre ce qui nous arrive, c'est que au niveau des neurotransmetteurs, ça va, les taux de neurotransmetteurs vont varier. Dans la phase d'alerte, en fait, on va avoir un pic d'adrénaline, qui est l'hormone du stress, et donc on va être vraiment en suractivité, un peu comme un hamster dans une cage, et on peut avoir en parallèle un sentiment d'usure ou de lassitude avec la sensation de perte de sens qui commence à poindre. Dans la phase de résistance, l'adrénaline chute brutalement, le cortisol, qui est l'hormone du stress, commence à monter, et on a un pic de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Donc, ce pic de sérotonine, quelque part, il nous donne le sentiment d'être dans le vrai, le sentiment que ce qu'on est en train de faire est juste et approprié. Donc, ça nous maintient dans le déni, en réalité. Et ça nous pousse à accélérer au lieu de ralentir, en fait. Ce qui fait que, même si on a des alertes à l'extérieur, même si on a des signaux faibles, c'est pour ça que je l'ai représenté en paliers sur le schéma, en fait, on ne les entend pas, ou on ne veut pas les croire. Mais on a encore assez d'énergie, puisque même si l'adrénaline a chuté, le cortisol, lui, commence à augmenter. Puis là, on entre dans la phase d'épuisement, qu'on peut appeler le burn-in, où là, la sérotonine chute. Par contre, on se trouve en excès de cortisol. Le cortisol, donc l'hormone du stress, nous maintient dans une sorte d'énergie artificielle qui donne plutôt la sensation, en fait, d'être un peu speedé, on peut dire. Donc c'est pas une énergie dans laquelle on se sent bien, on se sent, voilà, c'est plutôt c'est comme si en tant que hamster dans une cage, notre roue tournait à une vitesse folle, en fait. On est presque dépassé, et mais ça a l'avantage, est-ce que c'est un avantage, de compenser la fatigue physique et psychique qui commence vraiment à s'installer et que l'on ressent déjà très clairement. Et ça fait aussi qu'on est assez irritable, voire agressif, voire cynique, en fait, sur ce qu'on est en train de vivre. Alors, essentiellement dans le cadre professionnel. Donc, ça commence à se percevoir, et la notion de perte de sens commence à vraiment être très présente et ancre ces comportements un peu, ou le regard cynique un peu qu'on peut porter sur les choses. Et puis, évidemment, à un moment, chute du cortisol. Donc, on n'a plus rien qui nous maintient en énergie. En général, le déclencheur, c'est que on vient à un moment de prendre une conscience claire que ce que l'on faisait n'avait pas le sens qu'on y mettait, ou l'entreprise, en fait, ne prenait pas la mesure de ce qu'on était en train de faire, ou bref, on est en perte de sens complète. Et c'est cette perte de sens qui nous fait percuter le mur, en fait. On allait vers le mur à pleine vitesse, mais là, on le prend de plein fouet. Et on se retrouve vraiment, je dirais, mais effondré au pied du mur, dans cet effondrement à la fois physique et psychique. C'est une période qui est difficile, tout simplement déjà parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Puisque comme on a nié tous les signaux faibles et qu'on était vraiment porté par le fait d'être porteur de quelque chose qui était profond, qui était éventuellement même plus grand que nous dans ce qu'on faisait, on est encore plus désemparé. Et ce qui caractérise le burn-out là, c'est que par rapport à la dépression par exemple, c'est qu'on a un sentiment fort de culpabilité. Qui peut être, je tiens encore debout, pourquoi je me traîne pas au travail. Moi, par exemple, j'ai été arrêtée, mais j'ai
insisté pour reprendre parce que je me culpabilisais de laisser mon équipe en lien avec le comité directeur pour le coup et un environnement politique dont elle n'avait pas l'habitude et je voulais pas les mettre en difficulté. Donc j'ai repris et puis évidemment c'était artificiel, c'était pas possible. Donc j'ai fini par être arrêtée et accepter d'être arrêtée finalement puisque j'avais plus le choix. De toute façon, mon corps m'avait stoppée avec cet effondrement physique massif. Et on a un sentiment profond d'impuissance. Tout nous échappe en fait. L'armure qu'on avait construite vole complètement en éclats. Et ce qui est très déconcertant quand on a un minimum d'énergie ou de volonté, c'est que là, la volonté n'a plus cours. Donc si les gens viennent nous voir et nous disent allez, reprends-toi du nerf ou ça va aller, t'inquiète pas, ça ne fait rien puisque il y a cette absence vraiment de volonté avec des symptômes physiques qui peuvent être variables selon les gens qui se mettent en général sur les points de faiblesse que chacun peut avoir au niveau physique. Donc, le déclencheur de ça va être une combinaison de plusieurs facteurs, évidemment, qui va être la surcharge de travail, probablement un sentiment d'injustice ou d'inéquité dans ce qui est fait ou au sein d'une équipe, des conflits non réglés, un manque d'autonomie avec un manager qui peut être un peu dans le micromanagement, ou la présence d'un environnement toxique. Typiquement, on entend des personnes harcelées. Bon, ben voilà, ça c'est un facteur déclencheur. Ce que n'est pas un burn-out, parce qu'il y a souvent des amalgames qui sont faits, ça n'est pas une fatigue ponctuelle. C'est-à-dire, si à un moment on se sent vraiment extrêmement fatigué, physiquement ou psychiquement, et si on prend 2 semaines de vacances où vraiment on se repose, on revient et ça redémarre, c'est que ça n'est pas un burn-out. Vraiment, dans le cas d'un burn-out, même un repos ne suffit pas. On n'est pas arrêté un mois pendant un burn-out. On est arrêté un temps certain ou un certain temps, comme dirait Fernand Reynaud. Et ça va dépendre aussi de chacun, en fait, des symptômes physiques qui se manifestent et de la façon dont c'est géré. Le burn-out n'est pas une dépression non plus. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, pendant le burn-out, on a une chute de cortisol. En dépression, le niveau de cortisol va toujours être assez élevé. Donc ça, c'est un des signaux qui différencient le burn-out de la dépression. C'est pas le seul, évidemment. Par contre, un burn-out qui est mal géré ou mal vécu ou qui empire, je dirais, qui se déroule mal, peut aboutir à une dépression. Mais voilà, c'est une suite. Mais au départ, ce sont 2 choses différentes. Et puis évidemment, c'est pas non plus un signe de faiblesse. C'est pas. On entend beaucoup de gens dire, moi j'ai entendu, oui, telle personne est en burn-out, il ou elle n'a pas résisté à la pression. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'en général, les personnes qui font un burn-out sont des personnes qui sont surinvesties et qui vont nettement au-delà de leurs limites. Et c'est parce qu'elles sont allées au-delà de leurs limites que justement, elles arrivent en burn-out. Parce que si elles s'étaient arrêtées avant leurs limites, elles n'auraient pas eu besoin d'expérimenter cette expérience de vie qu'est le burn-out. Et puis, un petit point, je vous disais sur les zèbres. Alors, zèbre, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette appellation, qu'on appelle aussi haut potentiel. J'aime moins cette appellation, ça, c'est un peu catégorisant, je trouve, mais disons que les zèbres sont des personnes qui ont des caractéristiques de fonctionnement qui sont différentes. Et en fait, pourquoi j'en parle ? Parce que très souvent, on découvre sa zébritude, si je le dis comme ça, après le burn-out, en fait. C'est le burn-out qui déclenche cette prise de conscience. Qu'est-ce qui fait que les zèbres sont de bons candidats au burn-out, de façon très très courte, parce que ça mériterait
une causerie à part entière, mais c'est parce que ces personnes ont une exigence d'elles-mêmes, vis-à-vis d'elles-mêmes et vis-à-vis des autres aussi, mais déjà vis-à-vis d'elles-mêmes extrêmement élevée, avec un sens des valeurs et notamment de la justice ou de l'injustice qui est exacerbé. Et dans la mesure où elles ont aussi une sensibilité plus qu'à fleur de peau, c'est-à-dire tout est vécu avec une certaine amplification. Tout ce qui va être comportement toxique à leur égard, harcèlement ou surcharge de travail ou conflit ou perte de sens va être vécu de façon extrêmement amplifiée. Mais l'exigence que ces personnes ont vis-à-vis d'elles-mêmes va faire qu'elles vont à tout prix résister et tenir, parce que c'est pas acceptable de lâcher et finalement de faiblir, alors que ça n'a rien à voir avec de la faiblesse. Ça ressemblerait plutôt avec accepter sa vulnérabilité en réalité. Donc voilà, je vais pas plus loin sur les zèbres. Donc voilà ce que je voulais vous partager concernant ce qui amène au burn-out. Et maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est la partie qui est la plus riche et la partie qui permet de transformer le burn-out en opportunité de transformation intérieure. C'est ce qu'on va en faire. Donc tout l'enjeu, en fait, donc évidemment on est épuisé physiquement, psychiquement, etc. Et en même temps, c'est l'occasion parfaite, puisque notre armure a volé en éclats, de prendre conscience de ce qui est à l'œuvre à l'intérieur, de prendre conscience de nos schémas de fonctionnement, de nos projections, de tout ce qui fait qu'on a dû en arriver là, en fait. Et ma croyance, c'est que la vie est intelligente et que donc, si elle nous amène quelque chose à vivre, c'est pour en faire quelque chose. C'est dans un but évolutif, dans un but constructif. Donc c'est comme ça que moi j'ai vécu mon burn-out et c'est ce que donc je vais partager maintenant avec vous quelques éléments en fait qui quelque part sur lesquels je me suis appuyée pour m'aider à traverser ce que je vivais parce que en fait en comprenant ce que je traversais et l'intérêt supérieur qui était cette logique de chemin évolutif, de chemin d'individuation, ça m'a permis de relativiser et de vivre ça d'une façon plus constructive. Pas moins difficile, parce que c'est évidemment très difficile à vivre, mais en tout cas, ça m'a permis de me transformer très clairement. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà, c'est bon pour vous là? Super. Donc, si je fais en fait le parallèle avec en fait le chemin d'individuation, en fait, au niveau psychique, ce qui se passe dans un burn-out, c'est essentiellement la mise en échec de la toute-puissance. Alors, au niveau psychologique, on a vu, c'est la perte de sens. Au niveau physique, c'est l'épuisement total. Mais au niveau psychique, c'est vraiment cette mise en échec de la toute-puissance. Et quand on est en burn-out, c'est assez difficile à entendre. Parce que ça suppose évidemment qu'on a cet aspect de toute-puissance à l'intérieur. Et à vrai dire, ça a été un moment assez rude pour moi d'entendre ça et de me dire mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et en fait, c'est vraiment l'idée qu'on est tellement convaincu que notre approche ou notre perception des choses, que ce qu'on est en train de faire, c'est la bonne façon de fonctionner pour nous-mêmes, pour l'entreprise, pour notre environnement, qu'on se met au-dessus de la réalité et on n'entend plus les signaux faibles et on continue
je dirais, dans le déni de ce qui devrait normalement nous alerter, comme un hamster dans sa roue, effectivement. Et c'est ça, en fait, cette toute-puissance qu'on a. Et le burn-out, avec le mur massif qu'on est en train de se prendre, vient stopper tout ce processus-là, puisque comme je le disais, notre armure vole en éclats, en fait. Donc, vous êtes aguerri avec les sujets du processus d'individuation, mais j'ai envie de repréciser quand même qu'au départ, notre psyché, c'est un peu comme une grande marmite, on va dire, dans laquelle tout est un petit peu mélangé, et que l'intérêt du processus d'individuation et notamment de ce qu'on peut en faire au moment du burn-out, c'est justement de trier ce qui se passe et le contenu de notre psyché, en fait, pour pouvoir se désidentifier, diminuer nos projections et donc augmenter notre conscience pour s'aligner vers ce qu'on est. Donc, dans le processus d'individuation, la première étape, qui est l'étape du fait de déposer le masque. Donc, le masque, évidemment, c'est la persona, c'est l'image sociale que je me suis construite. C'est l'image que j'ai envie d'avoir vis-à-vis de moi-même et l'image que j'ai envie d'offrir au monde, en fait. C'est comme ça que j'ai envie que les gens me voient. Et donc, dans cette première étape, en fait, c'est vraiment ça qui va se déconstruire parce que j'ai pris le mur, je suis effondrée. Donc, je ne suis plus la professionnelle bourreau de travail, très compétente, etc. Je suis juste effondrée. Donc, cette identification vole en éclats. Mais si je suis plus cette professionnelle-là avec cette image-là, alors qui suis-je? Et la difficulté à ce moment-là, en fait, c'est d'être face à cette, comment dirais-je, cette incertitude. Parce que si je peux plus être, si je peux plus faire ce que je faisais, si je peux plus m'agiter et continuer à donner le change, à faire ce qui alimentait cette image, parce que je suis stoppée physiquement et dans cet épuisement total. Alors si je peux plus faire, du coup il me reste plus qu'à être. Mais si je suis finalement, comme j'ai jamais pris le temps de le faire ou pas suffisamment, parce que sinon j'aurais pas vécu un burn-out, hein, alors qu'est-ce que je vais découvrir? Et ça, en fait, ça paraît anodin dit comme ça peut-être, mais c'est assez sidéral comme vide qui s'ouvre en fait devant nous quand on vit ça. Donc, je peux plus me préserver par l'agitation que je maintenais. Donc maintenant, tout mon enjeu, c'est d'essayer de regarder qu'est-ce que je voulais être, qu'est-ce que je me racontais que je voulais être, notamment avec, alors c'est pas jungien, c'est plus l'analyse transactionnelle. Quel programme de vie j'avais récupéré de mes parents, pardon, et quel programme de vie je m'étais construite. Donc à quoi je cherchais à m'identifier. Et donc c'est tout ça en fait qui va être un travail à ce moment-là. C'est une phase, quand on est en burn-out comme ça, qui est assez angoissante à vivre. Et grâce aux rêves et au travail que l'on peut faire sur les rêves et que peut-être un certain nombre d'entre vous fait, donc grâce aux rêves, en fait, ça permet d'éclairer ce qui est à l'œuvre et ça permet aussi d'éclairer ce sur quoi on a besoin de se désidentifier. Donc c'est vraiment un outil en tout cas, qui pour moi a été fondamental. La deuxième étape, c'est évidemment la rencontre avec l'ombre, puisque quand on a mis à jour un peu ces identifications, on a commencé à éclaircir le contenu de cette grande marmite. Et donc, on peut se confronter à l'ombre qui est... L'ombre, donc, c'est ce que je ne veux pas voir de moi-même, ce que je vois de négatif et dans mes comportements ou dans mes
dans mes caractéristiques, et ce sur quoi je porte un jugement de valeur. Et c'est évidemment ce jugement de valeur qui fait que je le vois négativement. En réalité, dans l'absolu, l'ombre n'est pas négatif. L'ombre, c'est simplement une énergie archétypale, une énergie de transformation qui est disponible et qu'on ne voit négatif que parce qu'on pose un jugement de valeur dessus. Et ce qui est intéressant avec cette rencontre avec l'ombre, c'est que, et ce qui est intéressant de façon générale même, à garder à l'esprit avec l'ombre, c'est que en fait, cette énergie de transformation qui est disponible va en fait attirer l'énergie de même nature. Donc, autrement dit, si dans mon ombre j'ai la toute-puissance, je vais attirer des personnes ou des événements qui vont me faire mettre en échec quelque part ma toute-puissance. Et c'est effectivement ce qui se passe avec le fait de finalement aboutir à cette perte de sens, parce qu'on voit que tout ce qu'on avait projeté ne peut pas arriver, que ce pourquoi on se battait n'a plus de sens, etc. Donc on est vraiment les ailes coupées, je dirais. Voilà. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que en fait, pour détecter l'ombre, puisque c'est un peu ça l'enjeu, il y a la toute-puissance dans l'ombre, ok, mais il y a aussi d'autres parts de nous-mêmes, en fait, qu'on ne veut pas voir. Et l'intérêt de cette phase-là, c'est vraiment d'aller, grâce aux rêves, par exemple, les détecter. Mais en fait, l'autre est une surface de projection pour l'ombre. Donc en fait, si dans notre vie quotidienne, notamment en burn-out évidemment, puisque c'est l'objet de notre propos, si on regarde ce qu'on est en train de vivre avec l'autre étant l'entreprise ou le ou la conjointe ou les enfants ou l'environnement. Donc si on regarde ce que l'autre nous fait vivre, alors ça nous éclaire sur ce que sont des caractéristiques différentes de notre ombre. Donc ça, c'est aussi un travail qui est vraiment d'une richesse incroyable en fait, qui est pas du tout confortable non plus, qui est même extrêmement en fait, c'est angoissant, en quelque sorte. C'est vraiment, on est face à quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Si on l'avait rejeté, refoulé, nié, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est pas agréable. Mais en réalité, je dirais, grâce au burn-out, parce que de toute façon, on n'a plus le choix. Enfin, on a toujours le choix, mais si on veut vraiment transformer ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on croit que, par exemple, si j'ai voulu transformer ce que je vivais parce que je croyais que c'était dans un but utile pour ma transformation. Donc, évidemment, je l'ai vécu de façon angoissante et en même temps, je me suis retroussé les manches parce que je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je passe à côté de ce que je dois voir, et parce que je ne l'ai pas vu avant, la vie a dû m'envoyer me claquer, je dirais, avec ce mur de façon forte de cette manière-là, pour que j'arrive enfin à voir ce que je ne pouvais pas voir, ou que je ne voulais pas voir. Quelles qu'en soient les raisons. Évidemment, il n'y a pas du tout à juger ça, puisque on se construit de la façon la plus appropriée pour s'adapter à ce qui nous arrive. Simplement, à un moment, ces schémas de construction et de fonctionnement ne nous sont plus utiles. Et le burn-out permet de se débarrasser de ces schémas de fonctionnement qui sont justement, qui ne sont plus appropriés à ce moment-là de notre vie. Donc, on chemine petit à petit vers la troisième étape du processus d'individuation.
pour arriver à la troisième étape qui est le mariage des opposés. Donc, pareil, je reviens à cette marmite. L'ombre, voilà, elle s'est décompactée dans notre psyché, et donc elle laisse apparaître les archétypes sexuels, l'anima pour les hommes et l'animus pour les femmes. Et donc, en fait, tout l'enjeu de cette étape-là, c'est vraiment d'intégrer nos parts de masculin et de féminin, nos principes masculins et féminins. Alors évidemment, je parle pas d'hommes et de femmes sexués évidemment, mais vraiment des caractéristiques du principe masculin, donc le logos, la structure, l'ordre, l'organisation, les règles, dans l'aspect positif. Et les parts de féminin pour les femmes, pour les hommes qui vivent ça, donc l'éros, la relation, le lien, l'intuition, les ressentis, le corps. Donc là, c'est vraiment prendre appui et laisser émerger au-dedans de nous ces deux parts-là pour les intégrer en fait, en complémentarité en fait. Et en fait, ce qui se passe en burn-out, c'est que le principe, alors je vous parle en tant que femme, mais je pense que ça vaut pour les hommes aussi. Le principe masculin, mais dans son aspect plutôt négatif, s'exprime beaucoup en fait en burn-out. C'est-à-dire que on va, en termes de déclencheur de burn-out, c'est-à-dire que on va juger, on va exiger que les choses se passent de telle ou telle manière. Évidemment, pour arriver au burn-out, on s'est coupé de son corps. Dire toute l'énergie est devenue une énergie qui est au niveau de l'esprit, de la tête. Donc, on se coupe complètement de son corps. On peut avoir des sensations, des ressentis, mais c'est neutralisé par le mental. Et en fait, le corps, c'est aussi une des voies d'expression du principe féminin. Donc, on se coupe en réalité de cette partie-là de nous-mêmes, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Et donc, en fait, petit à petit, tout l'enjeu de cette traversée de burn-out, ça va être de se reconnecter à cette partie de nous dont nous nous sommes coupés. Donc, par exemple, se reconnecter à son corps. Ça peut être par de la marche, tout simplement. Alors au début, moi je pouvais pas marcher. Beaucoup de gens sont tellement épuisés qu'ils ne peuvent rien faire à part dormir. Mais au bout d'un certain temps, voilà, on peut recommencer à marcher un petit peu. Et donc c'est une façon aussi de se reconnecter à son corps, de se reconnecter à son intuition, à ses ressentis. Quelle que soit la façon, en fait, il y a plein de façons de travailler sur son corps, quelle que soit la façon qui soit choisie, et ça peut être aussi avec la peinture. Donc moi je peins, donc par exemple la peinture c'est aussi le geste, le mouvement dans l'espace, c'est aussi le ressenti de ce qui va émerger sur la toile. Donc là c'est aussi par exemple une façon de se reconnecter à soi, ou le jardinage, c'est la reconnexion à la nature, mais quelque part à nous-mêmes aussi. Donc voilà, c'est des éléments auxquels il est difficile d'accéder en début de burn-out, parce que c'est un chaos tellement total que c'est pas accessible. Mais petit à petit, en fait, on va pouvoir aller vers ça. Et puis aussi, accessoirement, si on n'est pas tout seul et qu'on a un conjoint, une conjointe, des enfants, des amis, c'est aussi à ce moment-là se reconnecter à l'amour de nos proches, en fait. L'amour, c'est quand même un élément de guérison absolument extraordinaire. Et quand on est complètement coupé de soi, quand on s'effondre, on le sait mentalement que les autres sont là. Mais c'est trop compliqué à gérer puisque on peut pas déjà se gérer soi-même. Donc, on est aussi coupé de ça. Donc, les autres rament pour nous aider, surtout, voilà, qui comprennent pas ce qui se passe. Donc, il y a parfois, surtout quand c'est des proches, le côté sauveur qui veut absolument aider, mais
C'est pas possible. Il faut déjà s'aider soi-même pour arriver à faire quelque chose, en fait. Et donc là, dans cette étape-là, ou en tout cas en cheminant progressivement à travers le burn-out, c'est vraiment aussi s'appuyer sur nos proches pour ressentir cette connexion, cet environnement qui est là. J'en parle un peu, mais dans mon bouquin, mais quelque chose, moi, qui a été très important pour moi, par exemple, c'est d'expérimenter que mes enfants étaient des... Je crois déjà que les enfants sont des guides dans notre propre processus d'individuation, puisqu'ils sont déjà très... ils n'ont pas tous les filtres que l'on peut avoir en s'étant construit, puisqu'ils ont moins de temps de construction. Et moi, j'ai vraiment pu expérimenter que mes enfants étaient des supports véritablement pour me reconnecter à moi et pour me guider. Quand je parlais de l'ombre, quand je parlais tout à l'heure de qu'est-ce que l'autre me projette, ça a été aussi parmi les éléments, et mon conjoint aussi évidemment. Mais on s'attend pas en étant parent à pouvoir s'appuyer sur ses enfants, et en réalité, c'est bien dommage. Et je fais un aparté à ce moment-là, juste pour préciser une chose, c'est que en fait, en burn-out, c'est très difficile à vivre pour soi évidemment, mais aussi pour l'entourage. Parce que l'entourage est au moins aussi démuni que nous, et qu'ils n'ont aucun moyen de vous remonter, en fait, de vous envoyer une corde que vous pouvez attraper. Ils vont envoyer plein de cordes, mais vous pourrez n'en attraper aucune. Et donc, c'est très difficile à vivre pour l'entourage, et notamment pour les enfants, évidemment. Et c'est encore plus difficile quand on est parent et qu'on voit ses propres enfants en se disant « mais c'est moi le pilier, c'est moi la maman ou c'est moi le papa ». Donc, évidemment, ça amplifie le désarroi intérieur. Et à ce moment-là, c'est intéressant de se dire c'est pas ça qui se joue. Je suis effondrée physiquement, je suis à terre. Et tout l'enjeu, c'est vraiment d'accepter ce qui est et d'accepter que ça n'est pas de la faiblesse, mais c'est de la vulnérabilité, et qu'on peut être à la fois fort à l'intérieur pour traverser ça et vulnérable. Et en fait, quand on chemine à travers ça, finalement, c'est extrêmement modélisant aussi pour les enfants. Alors moi, il se trouve que j'ai 2 garçons, donc dans la culture, dans l'inconscient collectif, les garçons, c'est solide. Et en fait, de pouvoir montrer que la vulnérabilité est aussi une force, c'est quelque chose que je trouve en tout cas important et qui est certainement à ne pas sous-estimer. Donc, j'ai un petit peu digressé, mais j'arrive à la 4e étape du processus d'individuation, qui est la rencontre avec le soi. Donc, je ne dirais pas que le burn-out amène à la 4e étape du processus d'individuation, évidemment. Sinon, ça donnerait presque envie à tout le monde d'en vivre. Ça n'est pas le cas. En tout cas, ça n'a pas été mon cas. C'est cette étape-là qui est en fait l'étape où on a où on s'est libéré de nos projections, de nos identifications, où on a intégré notre ombre, où notre masculin, nos principes masculins et féminins se retrouvent intégrés. C'est une étape où il n'y a plus de jugement sur les choses. En fait, on vit ce qui est, en fait. Donc, c'est une très belle étape, hein, et je nous souhaite et je me souhaite de pouvoir l'expérimenter, mais je crois que c'est un petit peu le chemin d'une vie, hein, donc donc voilà ce que je voulais vous dire sur le burn-out et le parallèle avec le processus d'individuation. Et je voudrais maintenant faire le parallèle avec l'alchimie et notamment en fait alors l'alchimie en fait moi j'ai une approche qui est très pragmatique, hein, parce que l'alchimie est souvent perçue de façon très ésotérique, c'est hermétique, du nom d'Hermès, le dieu grec, mais c'est pas cet aspect-là qui m'intéresse. En fait, Jung a énormément travaillé sur l'alchimie à partir de 53 ans. Je crois qu'il a publié une quinzaine d'années plus tard seulement, le temps d'avoir vraiment suffisamment expérimenté. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans l'alchimie,
c'est que ça éclaire de façon complémentaire le processus d'individuation. Et en fait, moi, quand je traversais le burn-out et que je me suis intéressée à l'alchimie, ce qui m'a intéressée, c'est l'aspect aussi symbolique, parce qu'évidemment, tout le travail sur la symbolique éclaire aussi énormément le travail qu'on peut faire sur les rêves. Et donc, ça vient enrichir en fait le travail sur la façon dont s'exprime l'inconscient à travers les rêves, à travers l'imagination active ou les rêves éveillés ou toute façon que vous aurez de travailler sur votre inconscient. Donc c'est ça, moi, qui m'a intéressée. Et c'est ce que je vais partager maintenant avec vous. L'alchimie, dans la tradition populaire, elle est associée à la quête de l'alchimiste pour trouver l'élixir de longue vie, celui qui donnera l'immortalité. Elle est dans la quête de l'alchimiste de réaliser la pierre philosophale qui va permettre de transformer le plomb en or. Donc, évidemment, ça a pu attirer au Moyen-Âge un certain nombre de personnes, mais en réalité, il ne s'agit pas de l'or physique, il s'agit de l'or spirituel, en fait. Donc, l'or spirituel, c'est en fait notre unité, notre alignement. En fait, on parle du soi, tout simplement, dans le sens jungien du terme, évidemment. Et c'est un peu, en fait, si je prends l'exemple du carbone, donc le carbone, l'élément chimique, au début de notre chemin d'individuation, le carbone, il est sous forme de graphite, c'est-à-dire cette sorte de charbon de bois où en fait la structure moléculaire n'est pas alignée, donc c'est noir, c'est dense, c'est opaque. Et au cours du processus d'individuation ou au cours du grand œuvre alchimique, avec les différentes phases qu'on va voir juste après, en fait, tout le but est d'aligner progressivement la structure intérieure. Donc, si je reprends l'exemple du carbone, d'aligner la structure moléculaire finalement, qui aboutit donc au diamant. Puisque le diamant, en fait, a une structure moléculaire parfaitement alignée qui permet à la lumière de traverser, de laisser passer la lumière et qui donne aussi une solidité très importante puisque c'est un des matériaux, un des matériaux les plus durs que l'on connaisse. Donc ça, c'était pour replacer le sens de la quête alchimique et finalement, on voit déjà, même sans avoir dit grand-chose de plus, que c'est très cohérent avec le processus alchimique qu'on vient de voir, puisque pour passer du graphite au diamant, on voit bien qu'au départ, il y a quelque chose qui ressemble à l'ombre, au masque, etc. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Et pour simplifier, pareil, j'ai préparé un petit slide. Parce que je voudrais partager avec vous, en fait, si ça veut bien avancer, mais ça ne veut pas. Alors, hop, je vais me remettre sur le bon fichier peut-être. Hop. Je voudrais partager avec vous, en fait, la formule alchimique qui résume en réalité toute cette quête alchimique. Donc je l'ai écrite parce que c'est plus simple, voilà, pour vous. Ça se résume sous l'acronyme vitriol. Donc je vous ai mis la formule latine en dessous, donc qui est vitriol, qui est en fait la traduction c'est visite ta terre intérieure et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée. Et en fait là-dedans il y a tout. Visiter sa terre intérieure, c'est évidemment visiter son inconscient, visiter son intériorité. C'est exactement ce qu'on fait dans les premières étapes, dans les étapes du chemin d'individuation, du processus d'individuation. Et en rectifiant, en t'alignant, en fait, c'est vraiment la notion d'alignement,
Et en même temps, il y a une autre notion qui est rectifier. Rectifier, c'est rendre droit. Et en fait, rendre droit, c'est rendre aligné évidemment, mais c'est aussi ce qui permet au diamant de laisser passer la lumière. Donc, on a vraiment cette notion d'alignement, mais dans la notion de rectitude pour se laisser traverser en fait dans la transparence. Et donc, tu trouveras ta pierre cachée. La pierre cachée, donc c'est évidemment la nature profonde, la reconnexion avec la nature profonde, avec le soi. Et donc, en fait, pour mettre en œuvre, on va dire, ce grand œuvre, donc ça s'appelle le grand œuvre, il y a 3 étapes principales par lesquelles l'alchimiste va passer, qui sont l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Donc, l'œuvre noire, je vous ai mis les oiseaux les symboles il y a d'autres symboles, hein, mais parce que je les trouve parlants. L'œuvre noire est symbolisée par le corbeau. Je dis ça parce que ça peut être intéressant d'avoir ça à l'esprit en fonction des rêves que vous faites et dans la traduction symbolique, l'interprétation symbolique que vous pouvez en faire. Donc l'œuvre noire, donc le corbeau, l'œuvre blanc, le cygne, et l'œuvre rouge, évidemment le phénix. En fait, l'alchimiste, donc je vais arrêter le partage. Voilà. L'alchimiste, en fait, il va travailler à partir de matières premières. Sa matière première, souvent, c'est l'antimoine, qui est une sorte de métal, un métalloïde, qu'il va faire chauffer dans son creuset, dans le four de l'alchimiste, qui s'appelle en l'occurrence la tanore, et qui, en fait, symboliquement, notre four à nous, c'est notre corps. C'est-à-dire, la tanore, en réalité, c'est le corps, hein, pour nous, pour faire le parallèle. Et donc, l'alchimiste va travailler cette matière première et fondre ce métal au fur et à mesure, plusieurs fois, et ça peut durer des années et des années. Et cette phase-là, donc cette œuvre noire, elle va correspondre en fait au nettoyage. On se nettoie de ce qui nous pollue, on se nettoie de nos scories. Donc on voit bien, si on regarde par rapport au processus d'individuation, on se nettoie de nos projections, de nos identifications à la persona, à la personne que nous voulions être, au masque que l'on portait. Donc c'est vraiment ce qui se passe au moment de l'œuvre noire, ce nettoyage par le feu, je dirais, de ce dont on n'a pas besoin, de ce qui vient en fait nous polluer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'alchimiste ne peut cheminer dans son processus de nettoyage du métal, donc dans le processus physique. Il ne peut arriver à nettoyer le métal que si en même temps que la matière se nettoie, sa propre matière intérieure se nettoie aussi. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est-à-dire que tout le travail de l'alchimiste ne se résume pas à la purification ou à l'évolution, la transformation, la transmutation de la matière. Elle ne peut se faire que si la matière intérieure de l'alchimiste, donc son inconscient, chemine en même temps. Sinon, ça bloque en fait. Ça bloque le processus. Et vous avez un livre qui est très intéressant à ce propos, qui est ce qu'a vécu donc un alchimiste, hein, Patrick Burensteinas, qui raconte sa propre expérience d'alchimiste. Alors en général, les adeptes, donc les alchimistes, ne restent masqués, cachés, ne disent pas qu'ils sont alchimistes. Mais lui a choisi en fait de partager ça, et il explique très bien ce parallèle entre la transformation de la matière et la transformation de la matière intérieure en fait, pour que le processus puisse avancer. Donc ça c'était l'œuvre noire.
avec donc l'ombre, les projections, les identifications. Et ensuite, donc, il y a l'œuvre au blanc. La matière à laquelle l'alchimiste aura abouti, en fait, va être lavée, lessivée de nombreuses fois. Et ça correspond, en fait, c'est pour ça qu'il y a aussi le signe, la blancheur, puisque la matière, en étant purifiée, devient de plus en plus claire. Et donc, c'est l'intégration des principes masculins et féminins. Alors, je reviens pas dessus, puisqu'on a déjà évoqué ça tout à l'heure, et que je vois que l'heure passe, et que je veux qu'on ait le temps que vous puissiez me poser vos questions. Et une fois que cette partie-là est faite, on arrive sur l'œuvre rouge, qui est la conjonction des opposés. Donc, à ce moment-là, dans l'œuvre rouge, qui est en fait la 4e étape du processus d'individuation, c'est le moment où on a intégré nos polarités. On ne voit plus nos polarités comme des éléments qui s'opposent, mais comme des éléments complémentaires. Donc, le jugement a disparu. On vit la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'on aimerait qu'elle soit. Donc, ça veut dire que la notion de jugement sur les situations sur les situations, les personnes, c'est estompé, voire a disparu. Donc c'est vraiment cette intégration de nos polarités et c'est ce qui nous permet en fait de nous connecter vraiment à notre soi, à notre nature profonde. Et c'est à ce moment-là, parce que tout ça a été évacué, que au fur et à mesure, on s'est réaligné et que on peut être traversé par la lumière. Enfin, par la lumière symbolique, donc atteindre le soi. Alors, ce qui est intéressant dans ces deux processus, parce que je les ai présentés de façon linéaire, parce que c'est difficile sinon c'est confus, mais en réalité, aucun des deux n'est un processus linéaire. Donc, on est vraiment, d'ailleurs, vous l'avez probablement expérimenté, c'est vraiment un processus en spirale, c'est-à-dire on avance. Et puis on a l'impression de faire marche arrière parce que on s'était par exemple désidentifié de telle ou telle caractéristique et puis la vie vient nous représenter une situation et on replonge au pot de l'identification et on se dit mais c'est pas vrai, je fais marche arrière, qu'est-ce qui se passe, tout ça pour rien? Et en réalité non, c'est en train juste de vérifier que on a bien ancré notre cheminement. Donc ça peut paraître frustrant, mais en réalité, c'est vraiment ce processus en spirale qui va faire qu'on chemine progressivement et que c'est pas une voie idéale linéaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les processus et très rapidement, j'aimerais juste élargir le champ parce que je suis passionnée de systémique et que ce serait dommage de ne pas profiter de la période que l'on vit pour éclairer ça un petit peu différemment. On a vu ce qui se passait au niveau de nous-mêmes. On est déjà, nous, un système, avec notre inconscient personnel, familial, qui est lié à l'inconscient collectif, etc. Donc, nous-mêmes, on est un système, avec notre environnement, etc. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde un système plus large, donc, en l'occurrence, l'entreprise, ou même le monde. Et aujourd'hui, quand on regarde... alors déjà dans l'idée, d'un point de vue systémique, c'est un peu comme un hologramme. Donc, c'est-à-dire que tout est un reflet. Donc, dans chaque partie, il y a un reflet du tout. Autrement dit, ce qui se passe au niveau individuel se passe au niveau collectif et inversement. Et ça, c'est un principe aussi qu'on observe quand on accompagne, quand moi j'accompagne des dirigeants en entreprise, par exemple. C'est vraiment très éclairant pour gagner en conscience de ce qui est à l'œuvre et du coup pouvoir agir de façon plus opportune, au-delà du discours mental ou de ce qui se dit, etc. Donc ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur en fait. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas tous confinés puisque on vient de sortir du confinement pour certains, mais avec cette pandémie du coronavirus, en fait, c'est un petit peu finalement comme un burn-out mondial symbolique. Alors j'extrapole, évidemment. Pourquoi j'extrapole sur cet aspect du burn-out? Parce que en fait, c'est un moment
où dans le monde entier, de façon absolument inédite, nous avons massivement été confinés chez nous, mais dans nos maisons, mais dans notre intériorité. Ça a amené aussi chacun à se recentrer sur soi. Et on trouve deux caractéristiques du burn-out qui sont la perte de sens et la toute-puissance. La perte de sens parce que, en fait, ce qui n'a plus de sens devient apparent. Donc, tout ce qu'on appelle, entre guillemets, les bullshit jobs, bon, ben, ça saute aux yeux maintenant, hein, on peut difficilement passer à côté. Les relations artificielles, les compromis qu'on faisait. On voit qu'en Chine, en sortie de confinement, alors c'est qu'un exemple évidemment, il y a une augmentation de divorces qui se produit. Donc, ce qui était basé sur de l'artificiel, des compromis explosent. Tous les comportements de surconsommation qu'on peut avoir sont par exemple liés à la toute-puissance, c'est-à-dire on est plus fort que la nature, on se préoccupe pas vraiment du monde qu'on va laisser à nos enfants, on surconsomme tant qu'il y a encore de la ressource. La toute-puissance, elle se voit aussi dans la notion de prise de pouvoir sur l'autre, qu'on peut voir à travers les harcèlements ou à travers, malheureusement, c'est qu'un exemple, mais l'augmentation des violences conjugales. Tristement. Et puis évidemment la prise de pouvoir sur la nature avec cette logique de consommation court terme qu'on avait. Et on voit aussi là que le principe masculin s'exprime fortement, mais beaucoup dans son aspect négatif, c'est-à-dire le surcontrôle, la domination, etc. Et on pourrait dire que finalement l'ombre de notre système, le monde, n'est pas suffisamment travaillée. Donc ça, évidemment, l'ombre, quand elle n'est pas travaillée, elle est présente sous forme archaïque et elle s'exprime de façon intempestive. C'est aussi l'intérêt de travailler sur notre ombre et sur notre inconscient. Et par contre, ce qu'on voit, alors évidemment, on est massivement dans le déni, mais on voit aussi émerger de nombreuses initiatives qui un petit peu partout dans le monde, qui pour le coup, et encore là, je ne parle pas d'hommes ou de femmes, mais de principes masculins ou féminins, et ces initiatives qu'on voit émerger sont assez caractéristiques de la mise en œuvre du principe féminin autour des relations, du lien, du sens, des intuitions, du corps. On voit beaucoup de gestes de solidarité. On voit des entreprises qui reconfigurent leur production pour produire des masques, des gels hydroalcooliques, des gens qui s'organisent pour aller livrer des repas aux soignants ou aux personnes âgées, etc. Donc beaucoup de démarches collaboratives qui se créent pour penser le monde d'après. Donc voilà, tout ça c'est vraiment tout ce que je trouve assez caractéristique du principe féminin. Évidemment, l'enjeu c'est pas de basculer vers une mise en œuvre massive de ce principe féminin, puisque on a bien vu que c'était pas l'un ou l'autre, mais c'est absolument l'un et l'autre. Donc c'est pour moi tout l'enjeu de ce qui se passe en ce moment, et y compris dans notre propre action personnelle évidemment, c'est comment peut-on combiner la mise en œuvre de notre principe masculin, mais dans son aspect pas négatif, c'est-à-dire quelles règles on peut mettre en œuvre, quelle structure on peut donner, quelle organisation on peut adopter, quel mode de fonctionnement, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut concevoir. Donc ça, c'est le principe masculin, dans son aspect positif. Et comment on peut mettre ça en œuvre en utilisant le principe féminin, en restant connecté à notre corps, en étant soucieux de l'autre, en faisant preuve d'empathie, en utilisant nos intuitions, nos ressentis, etc. Donc voilà, c'est ce que je voulais juste, je trouvais intéressant de pouvoir éclairer un petit peu ce qui se passe là en faisant le parallèle avec les aspects qu'on a vus juste avant. Et pour conclure, j'ai juste envie de dire que tel que je le présente, peut-être ça diminue peut-être la difficulté que représente le fait de vivre un burn-out. C'est vraiment une épreuve très difficile à vivre, à la fois pour soi et pour les autres. Donc évidemment, si on peut s'en passer, c'est bien.
Mais si on est quand même amené à le vivre, ça n'est pas pour rien, ou à l'accompagner d'ailleurs, ça n'est pas pour rien. Et donc, plus on va utiliser d'angles de vue pour observer ce qui est à l'œuvre, en fait, dans cette période de burn-out, plus on va développer notre capacité à mobiliser nos propres ressources. Et notamment, en tout cas, en ce qui me concerne, l'utilisation des rêves et un travail sur le corps, la combinaison des deux a été extrêmement puissante. Et évidemment aussi, tout ce que je viens de dire ne s'applique pas seulement au burn-out. Le processus d'individuation ou le processus alchimique n'est pas spécifique du burn-out. Il s'applique aussi à ce qu'on vit avec la pandémie, à ce qu'on vit suite à un divorce ou un déménagement. Tout ça, ça dépend de la façon de vivre, la façon que l'on a de vivre ce qui nous arrive. Mais c'est valable en fait pour tous les événements de vie qui viennent vraiment nous chambouler très profondément. Et en fait, ce qui me paraît essentiel de tout ça, c'est que en fait, c'est parce que, en tout cas, c'est ce qui m'anime moi, c'est parce que l'on se transforme soi, que l'on transmet aussi moins de boulets familiaux à nos enfants. Donc, c'est en tant que maman, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et en même temps, c'est parce que je me transforme moi que je contribue aussi à transformer le monde, puisque tout est systémique en fait, et que mon propre impact impacte le monde. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ces sujets. Si ce que je voulais vous montrer, c'est juste... J'y reviens vite fait. Est-ce que... Je ne sais pas si ça marche. Voilà. Les liens, donc, mon livre que Lionel a évoqué. J'ai fait un TEDx en janvier où je pousse plus loin, en fait, parce que j'ai pas parlé de physique quantique, mais en fait, c'est des probabilités du futur qui est déjà présent en fait à l'œuvre et qui éclaire aussi les synchronicités et comment on peut se servir de nos intentions et de nos synchronicités pour influencer notre futur. Et puis l'article qui reprend un petit peu les éléments de ce que je viens d'évoquer pour vous, avec vous, voilà, sur la fin. Voilà, j'en ai terminé, je me suis dépêchée, mais pas assez, je crois. Merci Bénédicte. Non, ça va, on a encore presque une heure, donc on aura le temps, je pense, de répondre aux questions qui sont déjà arrivées en assez grand nombre dans le chat. Je vais vous prendre deux questions que je vais regrouper parce qu'elles sont assez proches. Est-ce qu'il y a un moyen, quand on approche le burn-out, d'identifier qu'on est près des limites? Et si on identifie ça, est-ce qu'il y a moyen de l'éviter, ou bien est-ce qu'une fois que le processus est lancé, on peut plus arrêter le train, quoi? Alors, déjà, je pense que ça dépend de chacun, la façon dont on est conçu et de son environnement. Moi, typiquement, 6 mois avant, je disais, je suis limite. Je sens que je vais faire un burn-out. 6 mois avant. Et je pense que j'avais déjà un pied dedans. Mais simplement, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont que on est dans une telle roue de hamster, en fait. On voit plus l'environnement, on n'entend plus et on n'est plus capable de traiter l'information avec lucidité. Donc effectivement, quand on est déjà proche du burn-out, c'est difficile de l'éviter. Mais c'est possible, en fait. Moi, je pense que j'avais à le vivre pour arriver. J'avais une énergie colossale, donc il fallait que je vive ça pour arriver à me stopper. Mais ça n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Si les personnes sont accompagnés, arrivent à prendre du recul sur ce qui est en train de se passer, je crois vraiment qu'on peut éviter d'avoir à aller jusqu'au burn-out. Mais bon, on ne va pas non plus contrevenir au processus d'individuation à l'œuvre. Donc notre marge de manœuvre est là, mais dans une certaine mesure. Ok, merci. Vous avez évoqué les zèbres aussi. Est-ce que chez les zèbres, du fait de leurs caractéristiques particulières, est-ce que les phases sont différentes? Est-ce qu'il y a des phases plus longues, comme la phase de résistance notamment, dans la descente, dans le creux?
Je crois que les phases, elles sont vraiment dépendantes de chacun à nouveau. En fait, c'est difficile de faire une généralité pour quoi que ce soit. C'est vraiment, on est tellement différents chacun. Et même les zèbres, le plus difficile, en fait, c'est d'arrêter de culpabiliser et d'arrêter de se trouver faible, je dirais. Ça, c'est vraiment le plus laborieux, et c'est bien d'avoir un environnement compréhensif et qui renvoie pas cette image de faiblesse, un médecin compréhensif, enfin un médecin qui aide pour ça, etc. Je pense qu'effectivement, tout étant plus exacerbé chez les zèbres, ça peut être vécu avec plus d'intensité. Je ne dirais pas que c'est plus ou moins long, puisque ça c'est vraiment variable, parce qu'il y a aussi, avec cette exigence caractéristique, à partir du moment où le désir de découverte et d'expérimenter revient, puisqu'il y a beaucoup de l'expérimentation est importante aussi pour les zèbres. Donc, à partir du moment où ce désir d'expérimenter ce qu'on est en train de vivre pour le transformer revient, c'est un levier massif et peut-être, mais je n'en sais rien, c'est peut-être du coup plus facile pour les zèbres. Mais vraiment, je m'abstiendrai d'avoir un jugement radical. D'accord. Et du fait que vous vous êtes intéressé au phénomène du burn-out après en avoir vécu un, est-ce que dans ce que vous avez vu autour de vous, la durée d'un burn-out est toujours plus ou moins la même, ou bien est-ce que ça peut varier là aussi selon les individus? Oui, la durée, elle peut varier. Certains sont arrêtés 4-5 mois, d'autres sont arrêtés 2 ans. Moi, j'ai été arrêtée 1 an. Ce que je vois et que je trouve que je trouve intéressant à regarder, c'est surtout comment on est quand on en sort, ou comment on est quand on reprend. Quand on reprend le travail. Certains reprennent au bout de 4 mois ou au bout de 2 ans, peu importe. Tout dépend en fait du cheminement qu'on a fait pendant ce burn-out. C'est-à-dire que certains reprennent, mais n'ont pas transformé ce qu'ils avaient à vivre. Et donc potentiellement ces gens-là vont être amenés à revivre un burn-out. Il y a en fait, je crois, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est 30% de gens qui refont un burn-out après, donc c'est quand même, je trouve, assez important. Voire 1 ou 2 ou 3 burn-out après, donc c'est voilà. Donc l'essentiel n'est pas le temps d'arrêt, l'essentiel c'est la transformation que l'on choisit, que l'on expérimente à l'intérieur pour pouvoir, quand on en est sorti, dire ça y est, j'ai transformé ça, et du coup se donner un maximum de chances de plus en refaire. D'accord. Parce que vraiment, on n'a pas envie d'en refaire. Ah oui. C'était une question, c'était une fois qu'on en a fait un, est-ce qu'on est quelque part vacciné ou immunisé contre un deuxième burn-out? Mais apparemment, non, on peut très bien rechuter, en refaire un deuxième, un troisième. Exactement. Et c'est le cas, comme je vous disais, assez régulièrement. Et en même temps, si on n'a pas vu ce qu'on devait voir, si la transformation s'est pas opérée, alors peut-être qu'il faut encore vivre quelque chose pour que on arrête de se raconter ce qu'on est en train de se raconter pour le transformer. Donc voilà, mais effectivement, on n'est pas immunisé. Et comme aussi, je dirais que le processus est en spirale, moi, je suis extrêmement vigilante et du coup, je le ressens instantanément par le corps. Du coup, j'ai mes signaux qui se sont démultipliés sur des schémas anciens qui reviennent, puisqu'évidemment, ça revient, pour vérifier que c'est bien intégré. Donc, quand ça revient, je le vois et du coup, j'agis parce que... Donc voilà. Ça développe la vigilance, oui. Ça développe la vigilance, si on choisit de le faire. Et vous disiez que dans la phase de descente, en fait, la volonté, ça servait à rien, on était entraîné. Mais est-ce que, par contre, pour la phase de remontée, est-ce que là, il faut y mettre de la volonté, ou est-ce qu'il y a le lâcher prise continu aussi? C'est pas un choix. C'est pas un choix. C'est pas un choix. On fait avec l'état dans lequel on est.
C'est-à-dire que déjà dire il faut mettre de la volonté, c'est déjà se donner une injonction. En fait, quand la volonté a disparu, si on se dit il faut que j'aille, par exemple, faire ça, ou il faut que je me reprenne, ça ne sert à rien en fait. C'est juste une pensée évanescente sur laquelle on n'a pas de prise. Et le pire, c'est que ça accentue la sensation d'impuissance. Donc c'est contre-productif. Et à un moment, au cours du cheminement, la volonté revient, mais plutôt que volonté, je dirais le désir de faire quelque chose, le désir d'aller vers quelque chose revient. C'est plus ça, parce que la volonté c'est assez mental. Le désir c'est quelque chose qui est quand même plus profond et plus aligné en fait. Et donc c'est vraiment ça, je trouve, qui va nous tirer vers le haut. C'est plutôt sur le désir qu'on s'appuie pour remonter plutôt que sur la volonté, quoi. Je trouve oui, parce que la volonté, on fait avec ce qu'on a ou pas. C'est pas un choix. Et du coup, dans les personnes que vous accompagnez, vous devez en voir qui sont sur le point d'entrer dans un burn-out ou qui sont dedans. Et à votre avis, quelle est la meilleure équipe pour accompagner quelqu'un qui traverse ça? Est-ce que c'est un psy et un coach, ou juste un coach ou un psy? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça dépend du besoin de la personne. La problématique principale quand quelqu'un est sur le point de faire un burn-out, c'est le déni. Donc, il n'y a plus cette lucidité et on est dans un soi fort tellement important que c'est très difficile de faire entendre à une personne que elle aurait besoin de telle ou telle chose, etc. Moi, j'étais accompagnée, mais je pouvais pas entendre, je pouvais pas accepter à la fois de mes proches ou de ma coach et thérapeute, je pouvais pas accepter. Donc j'ai plongé dedans. Et donc il n'y a pas de recette magique en fait. Il n'y a pas de recette miraculeuse. Ce qui est intéressant, c'est de trouver, quel que soit le moyen, c'est-à-dire coach, thérapeute, proche, la brèche qui va permettre d'être entendu. Et ça, c'est très subjectif. Ou peut-être d'essayer de reconnecter la personne à elle, de l'extraire de sa roue de hamster. Bon, moi je peins, mais par exemple là, je pouvais plus. Puis j'avais trop de choses à faire. Enfin, j'étais en surcharge de travail. Enfin, il y a tellement de processus et de paramètres qui viennent que c'est très très difficile d'avoir accès à la personne. Mais c'est possible. D'accord, donc il n'y a pas de recette universelle, psy ou coach, ou psy puis coach. Là, ça va dépendre vraiment des... Exactement. Et puis médecin, évidemment aussi. Oui. Médecin, oui. Médecin qui, alors, espérons-le, sera assez ouvert aussi pour pouvoir discuter en profondeur plutôt que de donner directement un certain nombre de médicaments pour passer ce moment, quoi. Avoir un médecin qui soit vraiment un peu plus en profondeur. D'accord. On a aussi une question sur la différence entre burn-out et dépression. Vous avez évoqué les différences. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus éventuellement sur les différences entre le burn-out et la dépression? Alors, moi, je n'ai pas fait de dépression. Donc, je ne peux pas vous partager mon expérience sur le sujet puisque ça m'est inconnu. Et je vois que ça m'est inconnu et donc, quelque part, ça... c'est du coup une évidence pour moi parce que quand je croise quelqu'un qui est en pré-burnout, qui a fait un burnout ou qui est en burnout, je le comprends instantanément. Je sais exactement ce qui se passe, non pas que j'ai la science infuse, mais je le ressens en fait. Je comprends ce qui se passe et je perçois où il en est en fait dans son processus. Quand je rencontre quelqu'un qui est en dépression, je suis totalement impuissante. Je ne comprends pas ce qu'ils vivent.
Donc, il y a évidemment le taux de cortisol qui est différent. D'après ce que disait un médecin, a priori, une autre différence, c'est la notion de culpabilité. C'est-à-dire, on se sent vraiment en grande culpabilité quand on est arrêté pour burn-out. A priori, quand on est arrêté pour dépression, il n'y a plus cette notion il n'y a pas cette notion de culpabilité parce que tout est parti à volo et il y a une sorte de noirceur sur la vie en général qui s'est abattue. Alors qu'en burn-out, c'est pas la vie en général qui est devenue noire, c'est quand même essentiellement l'aspect professionnel, au point de plus pouvoir tourner en entreprise ou parler à des collègues, ouvrir son ordinateur ou entendre parler de l'entreprise, etc. Mais la vie en général n'est pas noire. C'est-à-dire, non pas qu'on puisse avoir des projets, mais on peut se projeter sur, dans l'inertie la plus totale, hein, évidemment, puisqu'on est du trou, mais dans des projets familiaux, des projets de... Voilà, en dépression, a priori, tout est vraiment anéanti, en fait, a priori. Vous disiez que vous aviez développer une vigilance qui vous permettait de sentir l'arrivée potentielle du burn-out. Du coup, qu'est-ce que vous mettez comme action quand vous sentez que ça risque de revenir? Qu'est-ce que vous mettez en place comme action, comme comportement pour arrêter la redescente dans le burn-out? Alors, ça vaut pour moi. Hein. Je me recentre sur moi. Donc de façon très concrète, je médite un peu, je fais de la cohérence cardiaque, donc je fais d'autres approches par le corps. Donc moi je fonctionne en mode comment dire, parce que je viens de la qualité du lean aussi, donc en mode parallèle processing. Donc je fonctionne en mode bulldozer. Donc dès que je sens qu'il y a alerte, à la fois je travaille sur mon inconscient de façon plus rapprochée, notamment sur mes rêves. Ça vraiment, pour moi, c'est une matière d'une richesse. Ça m'a éclairée. Alors évidemment pas toute seule. Hein. Je note mes rêves sur mon petit carnet tous les matins. Mais tout seul, c'est difficile hein, des fois de décortiquer ses rêves. Hein. Donc je suis accompagnée pour ça. Donc il y a ce travail-là. Il y a le travail par le corps et il y a le travail aussi sur tout ce qui me ressource. Donc, qui peut être très anodin, qui peut être de jardiner, de marcher, de peindre, d'écrire. Voilà, je m'astreins, puisque quand ça revient, c'est que je suis dans un processus déjà d'agitation intérieure qui revient. Donc, je m'astreins à planifier des moments comme ça qui vont me reconnecter à moi. Et ça marche. Enfin, pour l'instant. Très bien. Alors, comme vous savez qu'on est dans l'association francophone des types psychologiques, il y a quelqu'un qui a la curiosité de vous demander si vous seriez d'accord pour nous dire votre type psychologique, votre profil MBTI. Oui, bien sûr. Alors, peut-être vous avez fait des hypothèses. Je ne sais pas si des hypothèses ont circulé sur le... Sur le chat, non, il y a juste la question. Non, et je sais pas c'est facile. Non, mais c'est un petit peu facile quand même. Alors, je l'ai fait 2 fois le MBTI. Je suis pas une spécialiste, hein, mais je l'ai fait en 2010 et en 2014. Et donc j'ai eu un résultat un petit peu différent sur ces 2 fois. Donc j'étais ENFP et ENFJ, mais avec PJ quasi au milieu. D'accord. Voilà. Bien, j'espère que votre réponse satisfera la curiosité de la personne qui a posé la question. Alors, votre travail sur les rêves... qui hoche, donc voilà, Eric, j'espère que... oui, votre travail sur les rêves intéresse aussi nos auditeurs. Par qui vous vous faites accompagner pour le travail sur les rêves? Est-ce que c'est plutôt un psychanalyste, un coach? Une analyste jungienne. Une analyste jungienne, d'accord. Oui, dont je peux vous donner le nom d'ailleurs, qui est sur Paris. Et vraiment, c'est elle qui a ainsi, enfin qui m'a dit, écoute, maintenant arrête de te raconter des choses, tu es en burn-out.
Et effectivement, voilà, c'est grâce au travail qu'on faisait ensemble que j'ai pu accepter d'entendre ça en fait, et avec qui j'ai eu un accompagnement très rapproché pour justement travailler sur cette matière et à la fois avec elle aussi sur le corps et transformer toute cette matière intérieure. Et alors, est-ce qu'on fait des rêves différents quand on approche du burn-out ou quand on est au fond du burn-out? Ah, ça c'est vraiment une question intéressante. Je ne m'en souviens pas. Mais je vais chercher. Je vais reprendre mes carnets. Je me suis pas. Oui, ça c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, alors, mais peut-être ça arrivait avant aussi. En fait, ça m'est arrivé de faire un ou deux grands rêves en fait pendant le burn-out. C'est vraiment quelque chose de un rêve particulièrement puissant et éclairant en fait. Et ce que je trouve super, c'est que c'est comme si ça avait généré un processus qui fait qu'aujourd'hui encore, le travail sur les rêves est encore plus nourrissant, comme si ça avait enclenché un processus encore plus en profondeur. Bon, ou peut-être c'est voilà ce que j'ai à vivre pour l'instant, mais on verra la suite. Surprise. Très bien. Ce que je propose maintenant peut-être, c'est que ceux qui souhaitent poser des questions lèvent la main, activent leur micro et puis puissent poser directement leurs questions. On avait procédé de la sorte lors d'une précédente conférence. C'était un processus qui a bien marché. Donc je propose je vois que Catherine Crépin. Alors faudrait activer le micro. Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui, j'avais une question que j'ai écrite mais que je reformule. En fait, ce que j'ai moi entendu, c'est finalement dans cette phase annonciatrice du burn-out, on sent, mais j'entends là comme finalement une fatalité, c'est-à-dire que on n'est pas plus en mesure de s'écouter soi-même, d'écouter les autres. Et donc, ma question est si on est, nous, dans notre travail de coach. Je suis désolée, il y a un petit chien qui a décidé que c'était maintenant qu'il aboyait. Voilà. C'est normal, hein, vous êtes en train de dire qu'on ne peut rien entendre. Voilà, exactement. Donc le chien aboie, tout est très cohérent jusque-là. Hein. Exactement. Et donc la question, c'est de se dire finalement, est-ce que si on n'est pas en mesure d'écouter ni soi-même ni les autres, et le déni a pris toute la place, est-ce que pour autant il peut y avoir, maintenant que vous en avez le recul, des choses qui pourraient éviter, alors j'allais dire des choses qui pourraient éviter, et ma question c'était de se dire où est-ce que finalement il y aurait une part presque salutaire, on entend bien que c'est pas salutaire de le vivre, mais finalement que c'est la seule manière à un moment donné, enfin c'est une épreuve peut-être à traverser, et qu'à un moment il s'agit peut-être pas de l'arrêter, mais voilà, bon, je sais pas si ma question est très claire, mais votre réponse le sera peut-être plus. En tout cas, je vais vous répondre et vous me direz si ça répond. Je crois que alors je peux évidemment pas parler de façon générale, hein, mais je crois qu'en fait ce qu'on vit tous les jours avec notre ombre qui s'exprime aussi et ce qu'on a à l'intérieur qui s'exprime, je le disais tout à l'heure, c'est une énergie archétypale. Donc si des éléments ne sont pas gérés dans notre ombre, ils vont venir s'exprimer intempestivement et on va attirer des situations qui sont en reflet, qui vont nous faire vivre cette ombre. Donc pourquoi je dis ça? Parce que dans mon cas, je pense que c'était le seul moyen que j'arrive à voir ce que je devais voir dans mes schémas de fonctionnement. Et donc mon déni et c'est vrai que avec une énergie vraiment colossale, ça amplifie cet effet puisque on tient et on se dit que de toute façon
comme on a toujours eu cette énergie, ça va continuer. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et je pense que c'est venu amplifier. Mais ce que je crois, c'est que je devais vivre ça pour mettre à jour ce qui se passait. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Si, par exemple, les personnes sont déjà en travail, accompagnées ou suffisamment en recul vis-à-vis d'elles-mêmes, je pense que ça n'a pas besoin d'aller jusqu'au burn-out. Cela dit, si elles sont déjà en recul vis-à-vis d'elles-mêmes, il y a peu de chances qu'elles aient tous les signes précurseurs. Je pense que ça peut être aussi, j'ai dans mon environnement des personnes qui vraiment se sont trouvées très très limites et qui finalement ont eu une façon de réagir qui n'a pas été l'accélération, mais un comportement plus désabusé vis-à-vis de leur investissement dans l'entreprise, où elles ont plus du coup décéléré, donc elles l'ont vécu d'une façon différente. Donc ça a pris, en l'occurrence la personne à laquelle je pense a pris, je crois, 1 an ou 1 an et demi. Et finalement, aujourd'hui, quand j'échange avec elle, je pense qu'elle est vraiment passée à côté du burn-out. Je pense qu'elle est plus à risque comme elle l'était vraiment de façon très marquée il y a quelque temps. Donc, ça me fait dire que oui, il est complètement possible de l'éviter. Mais bon, et peut-être que c'est ça qu'on a à vivre, justement pour en faire quelque chose. Alors, ça m'amène à une autre idée. C'est vrai que je peux pas parler de tout et j'en parle beaucoup plus en détail évidemment dans mon bouquin parce que c'est vraiment important cette multiplicité d'angles de vue pour moi en fait. C'est vraiment quelque chose qui change tout dans la façon de vivre ça, de vivre la vie en général, hein, mais de vivre ça en particulier. C'est qu'il y a quand même, on est, dans notre chemin de réalisation, on a quand même parfois la chance de profiter d'archétypes qui vont s'exprimer. Et dans le burn-out, quand on traverse ça, il y a quand même cet archétype du guérisseur blessé qui peut venir s'exprimer et nous traverser en fait. Parce que un peu comme dans les traditions chamaniques, le chaman vit des étapes difficiles dans sa vie et c'est parce qu'il a vécu ça qu'il va pouvoir ensuite aider la tribu. Bon, mais c'est un peu l'idée de l'archétype du guérisseur blessé. C'est par ma blessure, par l'endroit où j'ai été blessée, que je vais pouvoir accompagner les autres dans leur guérison. Et peut-être que c'est ça que certaines personnes ont à vivre. Ou juste à expérimenter à un moment et puis passer à autre chose après. Hein, je sais pas, mais pour moi, c'est pas du tout anodin. Est-ce que ça répond? Oui. Merci. Donc, votre question était claire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres personnes qui souhaitent? Oui, Sophie. Bonjour à tous et merci Bénédicte pour votre... Le micro, on vous entend pas très bien. C'est le micro qu'il faut... Tête, je suis au-dessus de la tête, donc forcément ça va être compliqué. Excusez-moi. Donc bonsoir à tous et merci donc Bénédicte pour votre présentation qui en tout cas fait beaucoup de résonance et beaucoup d'écho. Donc merci pour toute la clarté que vous avez mise sur ce processus un peu destructeur quand on a du mal à remonter, mais en tout cas riche effectivement après en transformation quand on y arrive. J'avoue que dans la présentation que vous avez faite, moi j'avoue que j'ai un petit peu décroché. Enfin là, ce que j'ai moins compris dans l'approche, c'est tout ce que vous disiez par rapport à l'alchimie. Et c'est voilà, j'ai pas bien entendu le lien que vous faisiez entre donc l'explication par rapport au burn-out et ce sujet de l'alchimiste. En fait, pour être plus simple, on peut dire que donc il y a l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge dans le processus du grand œuvre. L'œuvre noire, c'est un petit peu les premières étapes du processus d'individuation où on va déposer le masque, où on va se libérer de nos projections, où on va travailler sur notre ombre. L'œuvre blanc, c'est un petit peu en parallèle avec la troisième étape du processus d'individuation.
qui est le mariage des principes féminins et masculins. Et l'œuvre rouge, c'est en fait la dernière étape, c'est-à-dire la réalisation, l'accession au soi, en fait. Ce parallèle que je ferai un petit peu capillotracté, mais voilà. Je rebondis, je crois que je suis la seule à avoir la main levée, du coup je prends l'initiative. Je rebondis sur cette notion d'étape. Est-ce que vous voyez ça comme un processus complet ou comme un processus cyclique qui finalement se revit et se revit et se revit? Pour moi, c'est vraiment en spirale, c'est cyclique. Vraiment. Alors moi, je suis pas allée, je ne crois pas jusqu'à l'œuvre rouge, au vu de ce qui se passe dans ma vie et de ma façon de vivre les événements. Ça m'éclaire sur le fait que je n'y suis pas. Mais sur les étapes d'avant, en fait, ce ne sont des étapes présentées de façon linéaire uniquement parce que conceptuellement, sinon c'est confus. En fait, l'idée, c'est le tri progressif dans cette marmite générale qu'est notre psyché, pour retirer les projections, les identifications, et donc, quelle que soit la nature de ce tri, donc, si on dit que c'est l'ombre ou la persona, on va dire que c'est les premières étapes, mais on peut aussi avoir l'animus, l'anima qui s'exprime, et c'est la troisième étape, mais ça peut arriver à l'occasion d'un événement de vie, donc ça peut être plus ou moins concomitant. C'est comme quelque chose qui va être au gré des événements de vie et de la façon dont on va le vivre. Et ce que j'observe, c'est que vraiment, ça a cet aspect cyclique de j'ai l'impression que je me suis désidentifiée de telles caractéristiques ou de tel schéma de fonctionnement ou de telle image que je voulais donner ou que j'avais de moi. Et à un moment, un événement dans la vie me représente quelque chose qui vient me re-questionner vis-à-vis de ça et où je me dis mais ça va pas du tout, qu'est-ce qui se passe, c'est comme si j'avais rien fait, c'est comme si j'avais pas cheminé, c'est super frustrant, mais en réalité j'ai une façon de le vivre un petit peu différente et je vois que une forme d'ancrage c'est fait sur ce sujet et puis ça va revenir sur d'autres choses, mais effectivement c'est cyclique pour moi. De mon point de vue. Merci. Oui, Catherine. Oui, alors du coup j'ai une autre question qui suit celle-ci par rapport au. Je fais aussi le lien avec évidemment des personnes que j'ai rencontrées qui ont vécu ça. Quel a été le changement par rapport à votre situation professionnelle? Enfin, sans ma question n'a pas vocation à être indiscrète, bien sûr, mais en tout cas, est-ce que ça a finalement changé votre rapport à votre travail, à votre mission, à votre activité professionnelle finalement qui est venue s'équilibrer aussi? Enfin, que je me représente comme le côté, plutôt l'animus avec un anima qui est venu le rééquilibrer par ailleurs, dans une activité physique, dans l'art, etc. Ou est-ce que finalement, ça a aussi changé cette manière d'être, ou peut-être votre activité professionnelle finalement? En fait, tout l'enjeu, donc là je parle en tant que femme, c'est de diminuer l'influence de l'animus négatif. C'est pas que le pas soit pris par mon principe féminin, c'est vraiment diminuer l'aspect négatif du principe masculin. Donc la domination, le surcontrôle, tout ce qui est trop, tout ce qui est jugeant, tout ce qui est Et donc en fait, quand j'ai repris donc dans la même entreprise. Déjà parce que pour une question de salaire, d'image sociale, En fait, j'avais envie de créer mon entreprise et depuis très longtemps. Mais j'ai repris dans la même entreprise tout en me disant en parallèle, je vais créer une petite activité à côté pour rester oxygénée en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que parce que la vie est intelligente, une synchronicité magnifique. J'en parle dans le TEDx, donc je ne vais pas m'étendre là
pour pas perdre de temps, mais vous pourrez l'entendre, est arrivé et m'a fait prendre conscience que je faisais des compromis en réalité. Et je ne retrouvais pas le sens que je portais, en fait. Tout ce que je faisais dans l'entreprise, ça ne répondait plus à ce que moi je pouvais amener, et donc je m'étiolais, je m'usais. Et alors, s'il y a vraiment quelque chose de très important pendant le burn-out, c'est d'avoir conscience de sa zone d'influence. Donc, il y a notre zone d'influence, c'est comme 3 cercles concentriques. Donc, il y a notre zone d'influence, il y a notre zone, il y a la zone où on peut agir, en fait, parce qu'on a la main sur ce qu'on peut faire. Il y a la zone dans laquelle on peut influencer indirectement, même si on n'a pas la main. Et puis, il y a une zone qui est une zone d'usure autour, où si on agit sur tel ou tel sujet, on s'use et ça sert à rien. Et moi, dans ma façon de vivre cette reprise-là, j'étais dans cette zone d'usure. Et donc, à un moment, la vie m'a présenté un événement massif qui fait que j'ai eu le courage de faire ce que je n'osais pas faire. Je dis pas que c'est du courage de faire ça. Je dis que dans mon cas, je n'osais pas le faire, qui a été de quitter l'entreprise et toute la sécurité, un peu la matrice maternelle que représente une entreprise, pour créer ma propre structure, en fait, et m'autonomiser vraiment totalement. Donc, ça répond ? Oui, très bien, merci. Merci beaucoup. Oui, vous avez décrit un changement dans votre typologie. Vous êtes passé de NFP à NFJ. Est-ce que c'est un rapport avec le burn-out et quel lien vous faites? Non, d'accord. Non, c'était avant que je le fasse. Donc, je l'ai pas refait depuis. Je serais curieuse de savoir ce que ça donne, mais j'ai pas eu l'occasion de repasser ça. Je pense que ça a évolué. Je pense que ça a évolué un petit peu, peut-être au niveau du E et du I, où il y a un équilibre qui s'est peut-être fait, à mon avis. Je sais pas, mais en fait, pour finir de répondre, parce que finalement si je veux être complète dans ma réponse à Catherine, je dirais que en fait, il y a quelque chose qui change vraiment quand on a transformé son burn-out, c'est vraiment cette sensation d'ancrage. Dire le regard sur les choses a changé. On ne voit plus. Je voyais les schémas de fonctionnement, et je vois les schémas de fonctionnement des gens. Je vois dans quoi ils sont empêtrés. Et je le vois parce que moi, j'ai traversé les miens. Donc c'est pas que j'ai des capacités particulières. C'est juste que je peux l'identifier plus naturellement puisque je l'ai traversé. Donc, sans projeter ce que je vis sur l'autre, évidemment. Mais il y a cette sensation d'ancrage et de recul sur les choses qui fait que il y a un regard des processus à l'œuvre. Il y a une façon de se ressourcer, de se recentrer qui est un peu différente. Enfin, ça change vraiment des choses, en fait. Il y a du calme, de la sérénité, pas tout le temps, J'ai toujours quand même de l'énergie qui est revenue. Donc, c'est pas toujours le cas, mais du coup, je soupçonne que ça pourrait du coup faire évoluer les caractéristiques de mon profil MBTI. Certaines. À vérifier par l'expérience. Véronique, oui. Bonsoir et merci pour votre intervention passionnante. Ça m'amène à poser une hypothèse. Alors, je vais essayer d'être claire et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, quand je vous écoute, j'entends que le burn-out, comme on pourrait dire une crise, une dépression, est bien une occasion d'avancer sur son chemin d'individuation. Et ça me faisait penser à la métaphore du cristal de Freud, qui dit finalement on est tous constitués comme un bloc de cristal avec des lignes de fragilité, de vulnérabilité qui sont préinscrites, je sais pas trop comment le dire, et donc à l'occasion d'accidents de la vie, ça cassera à cet endroit-là. Et donc en vous écoutant, je me disais mais finalement, à partir du moment où le burn-out va être quand même la mise en question d'abord de la toute-puissance professionnelle, est-ce qu'on pourrait l'imaginer un peu comme ça en se disant mais finalement,
dans notre structure à la manière du cristal, pour avancer dans son chemin d'individuation, si je suis quelqu'un de très engagé professionnellement, très dans cette toute-puissance-là, j'ai peut-être plus de risques ou de chances, je sais pas, de faire un burn-out que peut-être une autre forme de crise ou de dépression. Donc, je sais pas si ma question est claire, mais j'étais en train de tricoter en me disant, mais finalement, il y a des choses qui s'anticipent. Quand on connaît un peu sa structure, on peut se dire à un moment, ma fragilité, elle sera plutôt là qu'ailleurs. Et est-ce que le burn-out, ça va être la fragilité des gens très investis professionnellement? Alors, je ne sais pas si c'est la seule façon dont s'exprime la fragilité des gens surinvestis. J'aurais tendance à dire c'est une façon caractéristique, en tout cas. Hein, j'ai pas vu de gens qui n'étaient pas très investis. Enfin, j'ai pas vu tout le monde non plus, mais je pense que c'est vraiment une caractéristique importante. Maintenant, de là à dire que les gens surinvestis auraient tendance à faire plutôt un burn-out qu'avoir une autre manifestation telle qu'une dépression ou autre chose, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Par contre, j'aime bien cette idée de ligne de fragilité parce que au niveau physique, chacun va avoir des symptômes différents au niveau du burn-out. Donc, certains vont avoir des problèmes cardiaques, d'autres vont avoir des problèmes ORL, d'autres vont avoir des dérégulations. Voilà. Donc, ça, effectivement, je crois que ça s'exprime selon cette ligne de fragilité. Et de façon générale, je pense que tous les événements de vie, quels qu'ils soient, sont une occasion de cheminer dans notre processus d'individuation. Et même sans événements de vie, la vie elle-même est une occasion de transformation. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. Alors, on a une question de Claire qui nous a envoyée par le chat parce que sa connexion Internet est instable. Voilà, sa question, c'est, vous nous aviez parlé de l'approche neurocognitive et comportementale. Qu'est-ce que ça a pu apporter? Dans quoi ça a pu enrichir vos travaux sur la question? Alors, en fait, j'ai parlé de neurotransmetteurs, mais pas d'approche neurocognitive et comportementale. Effectivement, je m'y forme, mais je m'y forme maintenant. Donc, quand quand j'étais en plein burn-out, j'étais pas en connaissance de ça. Ce que ça apporte, c'est que peut-être, alors dans les premiers éléments, de façon très très basique, en fait, quand tout s'effondre, il y a vraiment une espèce d'angoisse très forte et de peur intérieure qui fait que c'est vraiment le cerveau archaïque qui est sollicité. Et quand le cerveau archaïque est sollicité, le cortex préfrontal ne peut pas se mettre à l'œuvre. Le cortex préfrontal, en fait, c'est vraiment ce qui nous permet de nous mettre en mouvement, de prendre du recul sur les situations, d'être plus objectif dans ce qui se passe. Et donc, tant qu'on est coincé dans ce mode, enfin tant que ce cerveau archaïque est à l'œuvre, enfin je fais ça parce qu'il est à l'arrière de la tête, c'est compliqué. Et peut-être que rétrospectivement, ça explique pourquoi au départ on peut pas faire grand-chose. En fait, on est juste coincé et à part dormir, se reposer, être angoissé, voilà, on a nos capacités sont limitées en fait, jusqu'à ce qu'à un moment il y ait un déclic qui se fasse, alors par les différents moyens qu'on a pu évoquer, et qui permettent de libérer ce cerveau archaïque pour laisser le cerveau préfrontal, le cortex préfrontal reprendre son office, ou partiellement, progressivement un peu plus. Je le verrai comme ça maintenant rétrospectivement, de façon un peu simpliste, mais. Ok, est-ce que nous avons une dernière question? Non? Merci Bénédicte de nous avoir donné cette perspective finalement presque positive sur le burn-out, et grâce à l'éclairage jungien. Et les chimistes parmi nous savent qu'il faut beaucoup de chaleur et de pression pour transformer du graphite en diamant. Et, je suis chimiste au départ.
Voilà, et donc c'est l'occasion peut-être pour ceux d'entre nous qui ont traversé un burn-out de se rapprocher du diamant. Parce qu'il travaille d'une vie, évidemment, mais... Exactement. Et avant que l'on se quitte, je vois qu'on a juste quelques minutes. J'aimerais, en fait, si vous le pouvez, si c'est OK, hein, Lionel, bien sûr, que vous que vous branchiez vos micros pour partager juste un mot de tout ce qui a été évoqué ce soir. Qu'est-ce qui est venu particulièrement vous chercher ou vous impacter en quelques mots, hein, pas pour que tout le monde puisse s'exprimer. Avec quoi vous repartez qui vous paraît essentiel pour vous? Donc, subjectif. Hein. Je veux bien, si ça marche là ou pas, oui. Oui, on vous entend. Moi, je dirais le mot, ce serait connecté. Et ER. Et en fait, c'est dans le sens où j'ai trouvé vraiment à la fois passionnant l'intervention profonde et puis le fait qu'elle soit, en tout cas voilà l'intimité que vous y avez portée, et aussi surtout la connexion et la valeur symbolique de ce que vous avez décrit et vécu en lien avec avec le monde, et puisque finalement la synchronicité entre ce que vit l'individu et ce qui se passe dans le monde. J'ai trouvé ça très 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 beau. Voilà. Merci. 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 J'ai trouvé très inspirant toute la partie sur le burn-out individuel, et j'ai été surprise et je trouve très inspirant le fait de faire un lien entre l'actualité et est-ce que le monde devient un burn-out. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps sur le monde et sur ce qu'il vivait, mais je n'avais pas du tout eu cette lorgnette-là, donc ça m'intéresse bien et je vais creuser cette réflexion-là. Donc merci de m'avoir ouvert cette voie. Merci. Alors, bonsoir. Donc, en ce qui me concerne, c'est vraiment comment vous avez transformer le burn-out en transformation positive, entre guillemets. C'est la première fois qu'autour de ce terme, je le vois de façon positive. Et donc, ça me donne plein d'idées, peut-être pour partager avec des personnes que je peux être amenée à accompagner, pas spécialement en burn-out, mais qui le sont ou qui l'ont été. Donc, je trouve que ça donne beaucoup d'ouverture et de voies d'accompagnement peut-être autrement par rapport à cette phase difficile. Merci. Non, peut-être ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'effectivement, vous dites pour rebondir, pour sortir en fait du burn-out, il ne faut pas être dans la volonté, mais dans le désir. Donc ça, je pense que c'est important, même si on se doute bien que c'est pas la volonté, parce que c'est comme un terme un peu limitant, mais je trouve que oui, de se remettre sur le désir, je trouve que c'est important. C'est peut-être ça qui distingue avec la dépression, où finalement dans la dépression, peut-être qu'on a du mal à se remettre spontanément dans le désir. Je crois, oui. Voilà. Merci. Alors moi, j'ai été très intéressé par le parallèle que vous faites avec l'alchimie. J'avoue que j'y avais pas du tout pensé avant. Et je trouve que c'est une belle image, et donc c'est quelque chose sur lequel je vais réfléchir. La deuxième chose, c'est la différence entre la dépression et le burn-out. Pour moi, jusqu'à présent, c'était à peu près la même chose et ça se différenciait uniquement par l'origine, mais pas par les symptômes, mais par le traitement. Et donc, j'ai trouvé ça aussi très intéressant de distinguer les deux et en même temps enrichissant pour la réflexion future. Merci beaucoup. Merci. Moi, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai un micro qui est pas terrible. Patricia, oui. Ça va. J'ai bien aimé d'allier théorie et pratique. C'est pas souvent qu'on a quelqu'un qui peut aussi facilement le faire. J'ai beaucoup aimé la notion d'alignement et puis comme la personne juste avant, le lien avec l'alchimie pour le diamant. Voilà, bien aimé ce côté-là. Et puis je dis quelque chose que j'étais prête à écrire, mais c'est super les visios pour moi qui suis à Poitiers. Et je ne sais pas si ça continuera, mais moi, ça continuerait, ça m'irait bien. Moi, je suis à Toulouse, mais ça s'entend. On a prévu de continuer, même après le déconfinement total. On s'est dit que c'était une très bonne idée. Ouais. Oui, même sur Paris, c'est la même chose. En Ile-de-France, c'est grand, c'est bouchonné. Le soir, c'est tard.
pour rentrer, donc c'est vraiment pratique. Mais moi, en plus des bouchons, etc., que j'ai pas trop, mais c'est le coup, voilà, d'aller à Paris, etc. Et voilà, je trouve que c'est super. L'idéal, ce serait de pouvoir proposer les deux, c'est-à-dire de pouvoir être en séance si on le souhaite, mais quand même de pouvoir laisser l'opportunité de le faire par Zoom ou par Skype. Ouais, on est en train de réfléchir à ces aspects techniques. Tout le monde ne s'est pas exprimé, je crois. Oui, Sylvie, il y avait une... Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant et nouveau, c'est la première partie sur la sérotonine, le cortisol. J'ai trouvé que ça donnait une approche à un côté assez très clair et qui permet de remettre le corps dans l'approche. Ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai aimé aussi le parallèle avec l'alchimie. Le parallèle entre l'alchimie et puis le processus d'individuation, c'est une belle image. Merci. Merci. Moi, je garde l'image du diamant, le fait de s'aligner pour laisser passer la lumière. J'aime bien la métaphore. Et Louise, moi, j'ai pris tout personnellement ce soir, donc je suis pleine de vulnérabilité. Voilà. Donc, pardon, j'ai tout pas le reste, entendu je le connaissais trop bien. Est-ce que tout le monde s'est exprimé? Oui. Pour ma part, Sophie, c'est un mot qui a été glissé sur le sujet, mais le mot ancrage pour le côté revenir à soi dans le corps en sortie de burn-out. Et ça, effectivement, pour l'avoir vécu et être en sortie de burn-out il n'y a pas très longtemps, c'est moi ce qui a fait la différence vraiment sur ce côté de reconnexion au corps et d'ancrage en fait. Oui, exactement. Et c'est vraiment quand on est au fond du trou, on coule et c'est là qu'on appuie pour remonter en fait. Le corps est vraiment un outil magnifique pour ça. C'est vraiment en plus l'expression du principe féminin. Donc c'est ça aussi qui, pas de la féminité, hein, mais du principe féminin qui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Merci beaucoup. je crois que tout le monde s'est exprimé. Donc, merci à tous pour votre participation et un grand merci à Bénédicte de nous avoir fait partager ses réflexions et son expérience sur le burn-out et ce qu'elle a pu en tirer de positif. Merci à vous aussi, j'en profite pour mon petit feedback à moi. J'ai trouvé ça aussi très nourrissant de pouvoir partager ça avec vous et puis d'avoir vos retours et d'avoir vos questions qui me permettent aussi d'éclairer les questionnements en fait qui peuvent y avoir autour du sujet et ça m'amène aussi moi à creuser encore et toujours ma réflexion. Bien, merci. Merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.